devenu l'un des biens les plus précieux de la planète. C'est notre enquête de ce soir. Bienheureux ceux qui ont gardé leurs vieux disques en vinyle. Ils reviennent à la mode, des DJ, des disques jockeys, les utilisent pour confectionner de la musique techno. Madame, Monsieur, bonsoir. À Bordeaux, ce soir, après 5 mois de procès, le réquisitoire du procureur général est tombé. Il demande 20 ans. 20 ans de réclusion contre Maurice Papon pour complicité de crimes contre l'humanité. Aussitôt terminé, ce réquisitoire a tout de suite provoqué une série de réactions. François Privat, Éric Perrin. 20 ans. Les mots du procureur général résonnent encore dans le palais lorsque les parties civiles quittent la salle d'audience. 20 ans, pour moi, c'est la perpétuité. C'est juste, mais en raison de l'âge de l'inculpé, je me demande si nous ne le perdrons pas en cours de route. Ce qui me paraît le principal, c'est qu'il commence à faire de la prison. J'ai vibré à la fin au réquisitoire du ministère public parce qu'il représente l'État, parce que c'était beau aussi, parce qu'il l'a fait dans un souci de vérité et de sincérité. Vraiment, c'est bien. Aujourd'hui, on a banalisé le crime contre l'humanité. Demain, il ne sera plus possible à un procureur général dans une cour d'assises de requérir la réclusion criminelle à perpétuité si aujourd'hui on ne la requiert pas après un tel réquisitoire implacable contre quelqu'un qui est convaincu de complicité de crimes contre l'humanité. Je regrette pour ma part qu'un réquisitoire d'une telle fermeté, avec une démonstration aussi implacable, se termine par une réquisition qui ne soit pas à la hauteur de l'émotion qui se développait progressivement dans le prétoire. Je n'ai pas vu encore quelqu'un de condamné pour crime contre l'humanité pour lequel on demande 20 ans. Quelques minutes plus tard, Jean-Marc Barrault, l'avocat de Maurice Papon, vient spontanément devant les caméras. On propose qu'il sorte à l'âge de 107 ans. C'est en réalité une condamnation à mort qui est demandée, c'est-à-dire à mourir en prison. Discrètement, Maurice Papon quitte la salle d'audience. L'accusé, exténué, semble très atteint moralement par un réquisitoire qui a duré un peu plus de 8 heures. Dominique Verdeillan, bonsoir. 20 ans de réclusion, comment doit-on apprécier cette réquisition ? Oui, d'autant plus qu'il y a ce soir un sentiment d'avoir un réquisitoire de l'incohérence. 14 heures de démonstration en 2 jours, une sorte de rouleau compresseur, une lourde charge pour arriver à la démonstration donc de la complicité d'arrestation, de séquestration et de déportation de Maurice Papon. Maurice Papon se savait les mains sales de la déportation des Juifs, dit Henri Desclot, procureur général. Maurice Papon est le complice du crime le plus grave qui concerne des enfants et des vieillards. Et puis dans les 5 dernières minutes, eh bien le ton change. Vous devez être impitoyable, mais dans l'équité. Maurice Papon est aujourd'hui le seul à répondre de ses actes. Nous ne voulons pas d'un bouc émissaire. Henri Desclot requiert 20 ans dans un silence pesant, dans un silence incrédule. Alors je crois qu'il faut retenir ce soir 2 choses de ce réquisitoire. D'abord, ces 20 ans requis le sont par un représentant de la société, mais aussi par un représentant de l'État, ce qui a valeur de symbole dans un procès que l'on a dit historique. Enfin, 20 ans requis, c'est aujourd'hui la création d'une nouvelle notion qui fait de Maurice Papon un petit criminel de l'humanité. Merci Dominique. À la veille de l'élection des présidents de conseils régionaux et du second tour des cantonales, les offres de services du Front National à la droite pour conserver sa majorité dans plusieurs régions et départements tournent au séisme politique. Quelles que soient en effet les consignes les plus fermes et les exclusions en cas d'alliance avec le FN décidées par le RPR et l'UDF, certains élus de droite restent tentés ou ont même franchi le pas. C'est à ce point qu'à la mi-journée, le Premier ministre Lionel Jospin a fait une déclaration solennelle mettant en garde contre toute alliance de la droite avec l'extrême droite qui serait à terme, a-t-il dit, un danger pour la démocratie. Cette déclaration a aussitôt provoqué une réponse cinglante du président du RPR, Philippe Séguin, s'adressant à Lionel Jospin. Il a lancé les leçons qu'il se les garde. Retour sur une journée fertile en déclarations et rebondissements. Guylaine Chenu, Jean-Baptiste Prédé. C'est déjà la 2e réunion de la journée. Il est 10h30 et devant les cadres de son parti, Philippe Séguin va réaffirmer la position du RPR, ni accord ni alliance avec le Front National. Une ligne à imposer, la base est divisée. Ça déchirait entre l'excommunication et peut-être la désertion annoncée de nos militants. Je pense que nous devons accepter les voix dans le secret des urnes de quelqu'un. Je suis pour la ligne adoptée par Philippe Séguin. Sans ambiguïté. Quelques rues plus loin, c'est la majorité plurielle qui réunit ses chefs. Il est 11 heures. Robert Rue, François Hollande et les autres viennent annoncer la consigne habituelle à gauche,
de désistement au deuxième tour des cantonales pour faire barrage au Front National. Mais la situation est jugée suffisamment grave pour que tous lancent un appel. Selon eux, des accords entre la droite et le parti de Jean-Marie Le Pen menacent la démocratie et la République. Ils ne le savent pas encore, mais à Matignon, c'est Lionel Jospin qui s'apprête à intervenir. Une déclaration solennelle préparée depuis la veille. Le Premier ministre estime qu'il est de son devoir d'intervenir en tant qu'une des autorités de l'État. Il met en garde contre des accords avec un parti qui ne respecte pas les valeurs républicaines, des accords qui fausseraient selon lui le sens du vote des électeurs. Je ne fais aucun procès d'intention aux dirigeants de l'opposition. J'ai entendu des déclarations très claires. Je ne veux donc pas croire qu'ils ne veuillent et qu'ils ne puissent empêcher ces alliances. Si elles devaient toutefois se produire demain, ce serait un danger pour notre vie démocratique, ce serait une atteinte à l'image de la France, en Europe et dans le monde. J'appelle chacun à la vigilance et à l'exercice de sa responsabilité. Au même moment, la réunion des cadres du RPR s'achève. Officiellement, pas de contestation et pas question de laisser élire des présidents de région avec les voix d'extrême droite. Mais Philippe Séguin va surtout réagir à l'intervention de Lionel Jospin dans le débat. Que ceux qui ont pris la responsabilité de mettre en péril effectivement la démocratie dans notre pays, en facilitant jour après jour, et à cette heure même, par des déclarations sur le perron de l'hôtel Matignon, de faire progresser, dis-je, le Front National, que ceux qui portent cette responsabilité aillent se regarder dans une glace. Nous préférons la situation digne qui est la nôtre. Nous ne devons rien à personne. En revanche, M. Jospin doit sa majorité à la décision des dirigeants du Front National. Alors, un bon conseil, si vous pouvez lui transmettre, les leçons qu'il se les garde. Au RPR, on revendique toujours 12 présidences de région. Mais comme à l'UDF, l'état-major doit faire appliquer ses décisions sur le terrain pour tenter de clore le débat qui ébranle la droite. Point d'ordre de la journée, enfin, à l'occasion de l'inauguration du Salon du Livre. Le président de la République, Jacques Chirac, s'est exprimé à son tour. Je dirais d'abord qu'il n'est pas très sage d'utiliser ces questions à des fins de polémique politicienne ou partisane. Et en plus, ça peut être dangereux. Quant à moi, je tire d'abord de l'élection qui vient d'avoir lieu le sentiment que la protestation qui s'est exprimée, que l'abstention très forte, montre qu'il nous faut aujourd'hui nous occuper davantage des vrais problèmes des Français. Enfin, j'estime que lorsqu'on a des convictions républicaines, ce qui est mon cas, mais ce qui est le cas, heureusement, d'une très grande majorité de Français, eh bien, il ne faut pas transiger. Il faut les respecter. Il ne faut pas accepter de compromettre. Pour autant, à l'heure qu'il est, quelles que soient donc les prises de position au plus haut niveau, on vient de le voir, les consignes données par les états-majors parisiens de la droite, les tentations d'alliance et de soutien avec le Front National ne sont pas rejetées en bloc sur le terrain. Dans plusieurs régions et départements, on négocie plus ou moins au grand jour. Olivier Caroff. C'est la carte officielle des élections régionales. Rouge quand la gauche est en tête, bleu quand c'est la droite, jaune en cas d'égalité. Mais au RPR et à l'UDF, c'est une autre carte qui prend forme, celle où les digues, érigées entre la droite et le Front National, risquent de se fissurer. En Picardie et en Languedoc-Roussillon, les chefs de file de la droite semblent bien décidés à accepter les voix du FN pour garder la présidence des conseils régionaux. Deux autres régions, Centre et Bourgogne, font la sourde oreille aux ordres venus de Paris. Rencontre avec l'extrême droite, petits accords de désistement pour les cantonales, la droite a du mal à résister à la tentation. La situation est moins confuse dans les autres régions, mais en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Île-de-France, comme en Aquitaine ou en Midi-Pyrénées, certains élus locaux ont fait savoir plus ou moins clairement que l'union n'était pas impossible avec le Front National. Parmi les régions où le problème d'une alliance éventuelle avec le Front National se pose avec le plus d'acuité, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec notamment l'appel
de 6 maires de villes comme Nice, l'ancien Front National Jacques Perrin, estimant qu'il serait anormal que la gauche minoritaire dans la région s'empare de la présidence du Conseil régional. Yasmina Farber, Didier Bon. Jacques Perrin ne se contente pas de soutenir ses candidats pour le deuxième tour des cantonales. Le maire de Nice met son grain de sel dans les régionales. L'ancien membre du Front National, aujourd'hui RPR, attend de la droite qu'elle fasse barrage à la gauche socialo-communiste, même avec les voix du parti de Jean-Marie Le Pen. Et peu importe les consignes de Philippe Séguin. Je pense qu'il faut qu'il y ait un candidat de la droite libérale et républicaine qui se présente à l'élection vendredi. Je souhaite qu'il soit élu sans que l'on aille chercher qui a voté pour lui. Tous les suffrages des gens qui sont élus démocratiquement sont bons à prendre, d'où qu'ils viennent, c'est bien évident. De Saint-Laurent-du-Var à Mandelieu, 3 maires suivent cette même logique. Le maire de Cannes, lui aussi signataire de cet appel, vient de préciser qu'il ne souhaitait pas de compromission. Quant à la gauche, elle observe sans surprise une droite qui se dévoile. On sait très bien qu'il y a une grande porosité entre la droite et l'extrême droite dans ce département, et on a là une illustration concrète, une manifestation. La manifestation aussi que les élus de la droite républicaine, en tête dans les Alpes-Maritimes dimanche soir, veulent maintenir un candidat à tout prix, même si François Léotard se désiste. Nous aurons de toute façon un autre candidat pour répondre à l'aspiration des électeurs de droite qui ont voté pour nous et qui veulent que nous défendions nos couleurs. Pas d'alliance avec le Front National, la position de François Léotard est claire. Celle d'autres candidats potentiels de la droite reste floue. Les consignes d'état-major et les ambitions personnelles se télescopent dans une Côte d'Azur tentée par la droite plurielle, histoire de conserver le pouvoir. Autre région importante en question où la majorité au Conseil régional se jouera demain à 1 ou 2 voix près, Rhône-Alpes. Reportage Didier Guyot, Thierry Simon. J'ose pas à mauvaise grâce à appeler au secours ou à l'aide ou à faire la vierge effarouchée dans ces conditions-là. Donc je pense qu'il faut d'abord faire ménage devant sa porte quand on ne peut pas être en mesure de recevoir des leçons. Voilà. Personne n'a le leçon de recevoir de personne, surtout pas de ce côté-là. Difficile pour les colistiers de Charles Millon d'admettre les propos tenus par Lionel Jospin. La mise en garde du Premier ministre irrite et exaspère. Si problème il y a avec le Front National, c'est à eux, en famille, de régler tout cela. D'ailleurs, une réunion à huis clos a lieu en ce moment même afin de préparer le vote de demain. Car ils en ont conscience, des militants, des élus n'hésitent pas à prôner un certain rapprochement avec le Front National. En France, il y a 100% de Français, 100% d'électeurs, et je pense que l'on ne peut pas bannir comme ça toute partie de la population et l'exclure de la démocratie. Officiellement, Charles Millon l'a dit et répété, il n'y aura pas d'accord avec le Front National, mais des propos ambigus ont été tenus. Le parti de Jean-Marie Le Pen lui fait les yeux doux, parle de contact, un climat de malaise. Nous refuserons toute manœuvre, toute compromission avec le Front National. J'attends que M. Millon et que ses colistiers, qui apparemment ne prennent pas la même position, voire la déclaration de M. Fraisse, se prononcent clairement. Charles Millon peut compter sur 60 élus, tout comme Jean-Jacques Kéran, l'égalité est parfaite. Les 35 élus du Front National et surtout 2 élus indépendants décideront donc du sort de la région demain matin. Et puis encore ce matin à Bordeaux, Alain Juppé est sorti du silence qu'il observe depuis son départ de l'hôtel Matignon pour dire qu'il appelait la droite à faire front face au Front National. Le débat a même provoqué aujourd'hui l'intervention de l'évêque de Nîmes, Monseigneur Jean Cadillac, qui estime qu'une éventuelle alliance avec le Front National et le président sortant de la région de Languedoc-Roussillon, l'UDF Jacques Blanc, pouvait s'apparenter à de la prostitution. Enfin, dans un communiqué, Jean-Marie Le Pen a jugé l'intervention du Premier ministre déshonorante pour lui, estimant par ailleurs que son parti est victime d'un véritable racisme politique. Enfin, le Front National se dit prêt à accueillir tous ceux qui n'ont plus leur place au RPR. Alors Jean-Michel Carpentier, je le disais en commençant, on est en train d'assister peut-être à un véritable séisme politique dans notre pays. Oui, on est peut-être à la veille d'un tournant dans la vie politique de notre pays, la chute d'un tabou avec l'alliance possible d'une partie de la droite avec le Front National. C'est vrai que cela s'était déjà produit en 1986, avec les mêmes hommes d'ailleurs, comme messieurs Blanc et Bord. Mais depuis 12 ans, le Front National est monté à 15%, il a gagné des villes et il s'est installé un peu partout. Alors en 1992, Jacques Chirac avait lancé un interdit de tout accord avec l'extrême droite, respecté depuis par toute la droite, même ceux qui ne l'acceptaient pas, à l'UDF comme au RPR. Car celui qui est devenu président de la République parlait ouvertement de racisme, d'antisémitisme et de xénophobie pour évoquer le Front National. Et c'est ce tabou-là qui est peut-être en train de craquer aujourd'hui, contre l'avis de Jacques Chirac, qui demande, on vient de l'entendre, de ne pas transiger ni d'accepter de compromission, contre les efforts incessants de Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy,
eh bien la droite républicaine est peut-être à la veille de connaître une défaite historique, une défaite idéologique de celle dont on ne se remet peut-être jamais. Certes, le discours qu'a tenu Philippe Séguin mardi soir, ici même, ressemble à un appel du 18 juin contre l'obscurantisme et le fascisme rampant. Mais comme à l'époque, quel isolement lorsqu'on voit tous ces élus de droite prêts à désobéir à leurs dirigeants pour un fauteuil et qui tombent dans le piège tendu par Bruno Maigret et ses amis. Sans compter qu'il y a là de quoi inciter les électeurs de droite à voter directement au Front National la prochaine fois. Bien sûr, ce matin, le Premier ministre Lionel Jospin est intervenu de façon solennelle pour rappeler les valeurs républicaines. Ce soir, le président de la République en a fait de même. 2 interventions depuis le sommet de l'État pour ramener à la raison les élus tentés de s'allier demain à l'extrême droite. 2 interventions pour demander aux Français de bien réfléchir aux conséquences d'un tel dérapage dans le pays, car on n'a pas douté, la France joue là une partie de son avenir politique, de son avenir tout simplement. Merci Jean-Michel. Une dernière information qui prouve bien la confusion actuelle. Il n'y aura pas d'élection du président de région Île-de-France demain, faute de quorum, les conseillers régionaux RPR-UDF ayant décidé de ne pas siéger demain vendredi. C'est une affaire bien pénible que les jurés de la cour d'assises de Douai ont à juger. En 1994, une jeune femme avait enlevé un bébé dans une maternité de Denain après avoir simulé une grossesse. Pour sa défense, l'accusée explique qu'elle avait besoin d'aimer et d'être aimée car elle avait le sentiment de n'exister pour personne. Virginie Fichet, Dominique Mas. Extrêmement nerveuse, Nadège Brévière a du mal à se contrôler. Lorsqu'elle s'adresse à la cour, sa voix tremble autant que ses mains. À 42 ans, cette femme au trait tiré doit aujourd'hui répondre d'enlèvement et séquestration de mineurs de moins de 15 ans. Il y a 3 ans et demi, elle avait enlevé le petit Brandon, alors âgé de 4 jours. De crise de nerfs en dépression, Véronique, la mère du bébé, n'a toujours pas surmonté le traumatisme. Aujourd'hui, elle demande justice. J'y pense tout le temps, je suis sous traitement, ça fait 3 ans et demi que je fais des cauchemars, tout ça, et ça me fait du mal, quoi. Même quand il y a des cas, j'y pense, j'ai peur qu'il arrive quelque chose. Dans le box des accusés, Max Brévière, l'époux de Nadège, continue lui de nier une éventuelle complicité. Accusé de séquestration, cet homme de 49 ans affirme ne s'être rendu compte à aucun moment que la grossesse de sa femme était en fait simulée. Une allégation qui laisse le président Gastaud très perplexe. L'étude de personnalité de Nadège Brévière a révélé une femme rusée et mythomane. Pour la défense, une femme d'abord en manque d'enfants et surtout en manque d'amour. Elle a un sentiment de solitude. Vous avez remarqué tout à l'heure ce qu'elle a dit à M. le Président. Elle lui a dit, mais j'étais toute seule, je n'avais plus personne. Et elle avait donc besoin d'un bébé qui soit un bébé à elle. Sur l'enlèvement lui-même, Nadège Brévière raconte, j'ai pris sa petite main, puis je l'ai soulevée dans mes bras. Il dormait vraiment comme un bébé. Les parents de Brandon accusent le choc. Nadège Brévière, elle, risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Le chauffeur du camion fou dont les freins avaient lâché, faisant 9 morts dans les rues de la principauté d'Andorre en décembre 1994, s'est suicidé aujourd'hui à son domicile dans la région de Lyon, quelques semaines après sa condamnation à 8 mois de prison avec sursis. Son suicide ne serait pas en relation directe avec l'épilogue de cette affaire. Les policiers belges ont saisi de la dynamite et des explosifs dans les appartements et maisons où ont été arrêtés au début du mois plusieurs membres importants du groupe terroriste algérien GIA. En revanche, la police belge dément avoir trouvé sur place des documents relatifs au stade de football des différentes villes françaises où auront lieu les matchs de la prochaine Coupe du Monde. Gilbert Bourdin, le gourou de la secte du Mandarum installé à Castellane dans les Alpes-Maritimes, vient de mourir à l'âge de 74 ans. Il avait fondé l'ordre des chevaliers du Lotus d'Or. Sa secte comptait plusieurs milliers de fidèles en France et à l'étranger. Mis en examen pour viol et agression sexuelle en 1995, il avait été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Patricia Charnay. Gilbert Bourdin était un gourou usé, malade, lâché par la plupart de ses adeptes. Mis en examen et incarcéré pour viol, il avait été remis en liberté en raison de son âge et de son état de santé. Il y a 2 ans, celui qui se nommait le Messie cosmoplanétaire annonçait déjà qu'il renonçait à sa mission. Une opération hallucinante de prosélytisme née au début des années 70. Bourdin fonde alors l'ordre des chevaliers du Lotus d'Or. Pendant plus de 15 ans, il organise des cérémonies pour sauver ses fidèles de ce qu'il appelle l'holocauste nucléaire. Un comportement sectaire, des théories fumeuses, une soif délirante de puissance qui le poussera à construire d'immenses édifices sur un flanc de colline à Castellane. Aujourd'hui, ces temples ne sont plus habités que par une quinzaine d'adeptes, bien isolés pour lutter contre les démons qui, croit-il, veulent les exterminer. Bah
Mauvaise surprise pour la société pétrolière Total qui, à l'occasion de la Coupe du Monde, avait décidé d'offrir comme cadeau à ses clients des ballons de football. Le problème, c'est que ces ballons étaient fabriqués au Pakistan par des enfants, ce que Total ignorait. Pascal Golamer. Ces images ont été tournées il y a quelques jours à Jarawali, dans la région de Sialkot, au Pakistan. Le caméraman s'est rendu sur place en étroite liaison avec la Confédération internationale des syndicats libres, qui depuis de nombreuses années mène le combat contre le travail des enfants. Ici, les enfants fabriquent des ballons de football, avec une dextérité qu'apprécient depuis très longtemps les grandes marques européennes ou américaines, pour un salaire de quelques francs par jour, tout au plus. Dans l'une des arrière-cours du village, ce sont des ballons estampillés France 98 que le caméraman découvre, avec le logo officiel de la Coupe du Monde et celui de la compagnie Total, elle-même sponsor officiel. Ces ballons sont en fait fabriqués pour le compte de la société néerlandaise Smiths. Smiths a un entrepôt à quelques kilomètres de là. Mais défense d'entrée, impossible de savoir si c'est un lieu de production ou de stockage. Ce qui est sûr, c'est que Smiths a bien acheté le droit d'utiliser le logo officiel sur ses ballons, commercialisés partout en Europe. Et c'est donc tout naturellement vers lui que la compagnie Total s'est tournée au printemps dernier pour passer commande. Total qui plaide aujourd'hui la bonne foi en présentant ce document, daté du mois de mai, dans lequel Smiths précise que les ballons sont coups humains, avec contrôle qu'aucun enfant ne soit impliqué. On est consterné et surpris à l'instant. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors nous avons arrêté immédiatement toute relation commerciale avec la société qui fabrique ces ballons en attendant un complément d'enquête. La société Smiths a-t-elle confié elle-même la fabrication à un sous-traitant pakistanais? L'enquête le dira. Enquête toujours difficile. Tous les grands fabricants ont eu beau signer une charte de bonne conduite l'an dernier. Les contrôles sur place restent insuffisants, car c'est chaque famille, chaque maison qu'il faudrait contrôler. Entre 8 et 10 000 membres des professions paramédicales, infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes ont défilé aujourd'hui à Paris. Ils s'estiment maltraités par la sécurité sociale qui a décidé de récompenser les efforts des seuls médecins dans la lutte contre les déficits des caisses maladies, leur permettant par ailleurs d'augmenter leur tarif. Le Crédit Lyonnais annonce un bénéfice net aujourd'hui de 1 milliard de francs pour 97, 5 fois plus qu'en 96. La banque a amélioré sa rentabilité et l'aide de l'État a permis en partie également son redressement. La FNSEA, la Fédération nationale des syndicats agricoles, reçue aujourd'hui par le président de la République pour lui dire qu'elle n'était pas d'accord avec la réforme de la politique agricole commune qui remplace les aides globales aux agriculteurs par des aides directes à la baisse par ailleurs. Le président leur a répondu que dans l'état actuel des choses, eh bien, Bruxelles allait devoir revoir sa copie, ce qui est également l'avis de Lionel Jospin. Ouverture à Paris de la conférence mondiale sur l'eau. L'eau devenue une matière précieuse pour notre planète. Les continents sont inégaux face à cette matière première. Un Européen, par exemple, consomme 200 litres d'eau par jour, un Africain 30. Mais il n'y a pas que des problèmes de pénurie. Le continent sud-américain, qui est le mieux arrosé du monde, connaît lui aussi des problèmes de réseau d'approvisionnement dans ces grandes mégapoles comme Buenos Aires. La France y est présente par l'intermédiaire du groupe Suez Lyonnaise des Eaux avec le plus gros contrat du monde, assurer l'alimentation en eau de 10 millions d'habitants. José Bonapierre, Emmanuel Beck. Jorge Sanchez est ingénieur des eaux formé par des Français. Il roule vers San Isidro, un bidonville de la périphérie de Buenos Aires. Dans la capitale argentine, on est riche ou pauvre. Ici, Sanchez est responsable du chantier d'alimentation en eau potable. Le chef de ce quartier peu sûr et insalubre est là pour l'accueillir. Pour San Gomez, pas question de s'aventurer dans le dédale des ruelles. Ici, s'entassent 1 million de personnes. Il en arrive un peu plus chaque année. Face à la misère, il a fallu improviser. Le raccordement est gratuit et pour cause. Les habitants apprennent à le faire eux-mêmes. Cet été, les 5000 personnes de ce quartier devraient avoir l'eau courante à la maison, une révolution dans la vie de tous les jours. Ah, c'est sûr, ça va nous changer la vie. Pour se laver, pour les toilettes, jusqu'à présent, on n'a pas l'eau courante, il n'y a pas de pression. Elle, par exemple, elle a bien la machine à laver, mais elle ne peut pas l'utiliser. Vous n'avez pas peur de la payer trop cher? Même pas cher de toute façon, il faut avoir du travail pour la payer. 12 francs par mois, pas plus, la Lyonnaise des Eaux l'a promis.
Mais ici, pas de nom, pas d'adresse, donc pas de facture. Ce sera le rôle de Gomez de collecter l'argent. Il le fera bénévolement, pour la bonne cause, comme il dit. Ici, il y a un problème sanitaire. Le plus souvent, des maladies d'estomac, à cause du manque d'eau potable. D'ailleurs, beaucoup ici boivent l'eau des rigoles, qui coule dans les rues. C'est cette eau que boivent les 10 millions d'habitants de Buenos Aires. La rendre potable et accessible à tous, riches ou pauvres, c'est le contrat que l'entreprise française a passé avec l'État argentin. Ici, pas de problème de pénurie. L'eau arrive aux portes de la ville, son nom, Rio de la Plata. L'eau puisée dans le fleuve est traitée dans cette usine, l'une des plus grandes du monde. Aujourd'hui rénovée, elle retrouve ses performances, produire chaque jour 3 millions de mètres cubes d'eau potable. Les problèmes que l'on a rencontrés ici venaient plutôt de l'état dans lequel étaient les équipements. Pendant 20 ans ou 30 ans, il n'y a pas eu d'investissement de fait pour faire la maintenance nécessaire. Donc on a trouvé les installations dans un état déplorable. À son arrivée en 1993, la société française part au plus pressé. Elle colmate les fuites, met fin aux coupures, pose jusqu'à 7 km de tuyaux par jour. Aujourd'hui, ce forage à 30 mètres sous terre est le gros morceau du contrat. On l'appelle le petit tunnel sous la Manche de Buenos Aires. Une galerie de 15 km, destinée à un fleuve d'eau potable, au bout 1,5 million d'abonnés. 7 jours sur 7, d'anciens mineurs boliviens se relaient autour du tunnelier qui perce l'argile centimètre par centimètre. C'est très très dur. Dur pourquoi? À cause de l'humidité, on est dans l'eau toute la journée. Reste maintenant le plus difficile, faire accepter la facture. Les habitants de ce pays vivent avec l'idée que l'eau est inépuisable. Et justement, l'un de nos objectifs, c'est de leur faire comprendre que, certes, l'eau de la rivière est inépuisable, mais celle qu'ils boivent a un prix. Et donc, il faut essayer de l'user avec parcimonie. Un plan social a divisé par 2 l'effectif de l'ancienne Société des Eaux, et à Buenos Aires, la chasse aux impayés a commencé. La Lyonnaise des Eaux épluche ses comptes. Il s'agit pour elle de rentabiliser 24 milliards de francs d'investissement. L'actualité internationale, le ministre des Affaires étrangères français, Hubert Védrine, et son collègue allemand, Klaus Kinkel, ont rendu visite aujourd'hui au président serbe Milosevic. Après l'entretien, la menace de l'embargo a été repoussée. Les négociations avancent en effet sur un nouveau projet d'autonomie de la province du Kosovo, à majorité albanaise. Sur place, pour autant, la tension reste vive dans les rues de la principale ville du Kosovo, Pristina. Eric Moigny. 10 jours pour négocier avait laissé la communauté internationale. 10 jours pour que Serbes et Albanais acceptent au moins de s'asseoir à la même table pour négocier. Au lieu de cela, au 10e jour à Pristina, ils défilent, mais chacun de leur côté. 20 000 Albanais encore aujourd'hui pour réclamer une autonomie du Kosovo. Et cet après-midi, les Serbes, pour exiger tout le contraire, le maintien de la province en majorité albanaise au sein de la Serbie. Ils étaient 40 000, du jamais vu depuis 10 ans. Comme s'il s'agissait pour chacun des 2 camps de compter ses partisans avant le scrutin organisé par les Albanais dimanche. Alors évidemment, des affrontements à coups de pierres et de bâtons, au moment où les queues de cortège se sont croisées. À terre, un caméraman belge roué de coups, le seul blessé de la journée, un miracle. Aujourd'hui à Pristina, les forces spéciales serbes n'ont pas tiré dans la foule. Ce n'était pas le cas hier à Peć, où un manifestant albanais a été tué d'une balle par la police serbe. On enterrait cet après-midi, depuis fin février, déjà 80 morts et des centaines de blessés au Kosovo. Les Français essaient de s'ouvrir au monde en apprenant notamment les langues étrangères. Mais les gouvernements français successifs essaient également de conserver à notre langue son rayonnement international. À l'occasion de la semaine de la francophonie qui commence demain, voici un reportage réalisé à Pékin, capitale chinoise. Le français est la 3e langue étrangère là-bas, enseignée dans les écoles essentiellement pour le business, le commerce. Isabelle Béchelet, Tristan Lebras. L'Université internationale de Pékin est spécialisée en économie.
On y enseigne 10 langues étrangères, le français arrive en 3e position, derrière l'anglais et le japonais. C'est une petite langue. Ces étudiants sont en 4e année, option français-gestion. La France finance ici 2 lecteurs à plein temps et un professeur visiteur par mois en gestion, management ou économie. Je pense que dans un monde qui est très développé, ça ne suffit pas à apprendre seulement une langue étrangère. J'ai déjà passé l'examen de maîtrise et j'ai déjà réussi. Je vais continuer à apprendre le français, surtout dans le domaine économique. Aurélia a choisi de venir 2 ans en Chine pour le compte de la Fondation française pour l'enseignement de la gestion. Les gens qui apprennent le français en général, comme on a pu l'entendre, c'est des gens qui ont eu un coup de cœur à un moment ou à un autre. Ils ont lu un livre, ils ont vu un film, ils ont rencontré quelqu'un, et d'un coup ça a été le français. Ces étudiants qui font les 100 pas dans le patio ont 5 mois de français à leur actif et déjà un niveau impressionnant. Ils attendent l'heure de l'examen oral. Chacun va tirer un sujet qu'il aura 10 minutes environ pour préparer. Est-ce que tu peux dire le sujet? Le silence. Dans le fond d'une on peut chercher le silence. Pour eux, c'est le français passion, car même pour des employeurs français en Chine, notre langue n'est plus la priorité absolue lors d'un recrutement. Ils demandent d'abord aux jeunes Chinois de parler bien l'anglais. Et puis, le deuxièmement, c'est le français. On dit que l'anglais est parfait, et puis le français souhaité. C'est bien dommage pour la France, je crois. Même les hommes d'affaires de l'Hexagone se mettent à l'anglais. Les Chinois ont donc de moins en moins besoin d'apprendre notre langue pour commercer avec nous. Par ailleurs, la présence chinoise en Afrique s'est nettement amenuisée ces dernières années. L'enseignement du français recule d'autant, une érosion difficilement réversible. Les conservateurs finissent toujours par avoir raison, tout au moins en matière musicale. En effet, après le déferlement des cassettes puis des CD, la mode du disque vinyle revient. Et ce sont les DJ, les disques jockeys, qui sont en pointe. Le vinyle, c'est excellent pour la musique techno. Reportage Nicolas Vinclair, c'est une image. Un pain de vinyle, un petit coup de presse, et le pain se transforme en galette. Dans cette entreprise française, le disque vinyle, on n'y croyait plus trop. Mais puisqu'il paraît que l'on vit une période de paradoxe, ce sont les musiques électroniques, celles du XXIe siècle, qui veulent aujourd'hui au secours de la légendaire galette. Vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est une mode qui semble partie pour s'installer durablement, à acheter des disques vinyles. Les industriels eux-mêmes n'en reviennent pas. À l'heure actuelle, il y a un regain très important. Il y a 2 ans, on fabriquait à peu près 10 000, 15 000 disques vinyles par jour. Et à l'heure actuelle, on tourne en 3 équipes et on fabrique pratiquement 35 000 disques par jour. De nombreux jeunes musiciens franchissent le pas et sortent leurs disques. Ça vaut la peine à 5 000 francs les 500 exemplaires. Une production qui inonde des boutiques spécialisées, une création libre hors des sentiers battus. On n'a pas besoin d'attendre les infrastructures promo, etc., marketing et tout, de grosses compagnies. Donc ça peut durer facilement 4 à 5 mois. Donc à partir de là, on peut tester des trucs et tout, être plus créatif parce que qu'en vendant 500 ou 1000 disques, on rentabilise le pressage. Donc à partir de là, on peut prendre des risques, on peut essayer différents trucs et sortir plein de morceaux. Kimo est l'un des grands disques jockeys de la scène techno. 2 à 3 fois par semaine, il fait le tour des quelques 15 boutiques spécialisées de la capitale. Ce sont ces disques jockeys qui font une première sélection parmi la production pléthorique qu'on leur propose. Ce sont eux qui dénichent les talents de demain. C'est ainsi avec des disques vinyles que le groupe Daft Punk a démarré sa carrière. Qu'est-ce que vous voyez passer ici? Les DJ, les gens qui viennent de province, acheter des disques, les amateurs. Les amateurs, il y en a beaucoup. C'est les petits jeunes pour qui les défis, les robots et les discothèques. Allez, ce soir, on s'invite en boîte. Sans le savoir, ces clients sont aussi un peu des cobayes. L'interaction de la file des pistes de danse est de plus en plus importante aux yeux des producteurs. Et il arrive souvent qu'on se lance dans la production d'un disque laser qu'après s'être assuré du succès avec un vinyle. Reste à comprendre maintenant pourquoi le vinyle est le petit chouchou des disques jockeys. Et bien, regardez, il permet des gestes très techniques. Avec un CD, le disque jockey serait au chômage. Le vinyle permet souplesse et création. Et tu as le contact avec le groupe direct. Tu ne peux pas faire ça avec le CD. Et la deuxième raison pour laquelle on utilise beaucoup de vinyle, c'est parce qu'il y a beaucoup de titres qui sont créés par des jeunes producteurs et qui sortent d'abord sur vinyle.
et plus tard peut-être sur CD, parfois jamais. C'est avec le support le plus rustique que s'exprime et vit le mouvement musical le plus futuriste. Du passé, disent certains, faisant table rase. Et ben c'est raté. Insensiblement, il s'est installé dans le paysage du cinéma français. À 27 ans, Vincent Elbaz, avec son physique de mousquetaire, devient la coqueluche des réalisateurs. Après La vérité Sigement, il a enchaîné Les Randonneurs et aujourd'hui Les Petits désordres amoureux. Vincent Elbaz, un jeune homme qui monte vite sans avoir l'air d'être pressé. Pascal Michaud. Je m'avance sur une révélation dont on semble déjà ne plus pouvoir se passer. Depuis 2 ans, on l'a vu sous toutes les coutures, dans le sentier version Vérité Sigement, ou sur les chemins de Haute-Corse, dans Les Randonneurs. Des succès au box-office qui lui permettent aujourd'hui de choisir ses rôles. Célébrité et offres en pagaille n'ont en effet pas changé les motivations profondes de Vincent Elbaz, qui continue de privilégier les jeunes réalisateurs, comme avec Grève Party ou Petits désordres amoureux, tous deux à l'affiche cette semaine. Ça devient un phénomène de mode, quoi. Parce que évidemment, ça, tout d'un coup, je m'intéresse à moi, les gens ne me connaissent pas, se posent des questions, essaient de savoir qui je suis. Puis dans ce métier même, les gens se demandent, quoi. Et puis au bout d'un moment, quand ils vous connaissent un petit peu, bon, bah, c'est bon. Après, ça se calme, je pense. Il voulait être acteur depuis l'âge de 12 ans. Des cours de théâtre en MJC, il se retrouve à l'affiche du Péril Jeune de Cédric Clapiche, dans lequel il interprète un adolescent ingrat. Quand j'ai fait le Péril Jeune, je jouais Chabert, quoi, une sorte de personnage un peu marqué, un grand con avec une balle de handball entre les mains. Après, dès que les gens me proposaient, par exemple, pour un rôle, on me disait, ben non, on cherche un acteur, pas un grand con. De contre-emploi en contre-emploi, Vincent Elbaz tente avec Petits désordres amoureux une nouvelle aventure. Dans cette comédie de mœurs, très écrite, sorte de variation sur l'impuissance, il joue le narrateur. Tu crois que tu serais capable de la séduire, de tomber amoureux d'elle, et sans la citer? Qu'est-ce que c'est d'être vraiment un homme? C'est être un mec caïd, un viril, une sorte de type dépoiré, ou est-ce que c'est plutôt accepter ses fragilités, accepter sa féminité, et puis se sensibiliser un petit peu plus peut-être à ce qui nous entoure? Remise en question permanente, volonté de tout essayer, appelez ça comme vous voudrez. Vincent Elbaz, lui, n'en finit pas de parcourir les chemins de traverse, ce qui n'empêche pas d'avancer à grands pas. Information qui est tombée pendant le journal, l'interdiction des pointeurs laser, vous savez, ces petits pointeurs laser qui risquent d'être très dangereux. La France vient de les interdire à la vente, surtout lorsqu'on les dirige vers les yeux. Ces objets étaient déjà interdits en Grande-Bretagne, par exemple. Voici les 22 joueurs retenus pour le prochain match de préparation de l'équipe de France de football qui va jouer contre la Russie. De retour, Lamouchi, l'Auxerrois, et Carambeu qui s'est illustré en Coupe d'Europe hier soir avec le Real Madrid. Un absent, le goal français Lama, qui bien qu'il rejoue actuellement en Grande-Bretagne, n'a pas été sélectionné par Aimé Jacquet. Avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi. D'abord Bordeaux, donc après le procureur général a requis 20 ans de réclusion contre Maurice Papon pour complicité de crime contre l'humanité. Et puis en politique, la tentation du Front National pour la droite qui va mettre en garde contre l'EDF. Philippe Séguin lui demande de garder ses silences. Et Jacques Chirac n'accepte aucune proposition avec le Front National à la veille des élections au président du Conseil de région et deuxième tour des cantonales. La météo dans un instant, c'est tout d'abord le point Moïse, 20h50, envoyé spécial, magazine de Paul Mahon et Bernard Benjamin, 23h10, un monde foot juste avant la Coupe du Monde, magazine présenté par Gérard Rolls, invité ce soir Jean-Pierre Papin, Florian Maurice et Patrick Olbergo, acteur qui est aussi un fan de football. Demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde à 7h50, Françoise Zénakis, écrivain à l'occasion du salon du livre qui a ouvert ses portes ce soir. Et demain soir aussi même, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur prochaine.